Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'épidémie de Covid en Colombie. Comme d'habitude, je donnerai l'actualité du Covid en Colombie. Ensuite, j'essaierai d'analyser un petit peu les chiffres, de se poser la question de la réalité des chiffres officiels. Puis j'essaierai de vous expliquer pourquoi on en est là dans l'épidémie en Colombie. Et grâce à cette explication, nous essaierons de comprendre la dynamique actuelle et future de l'épidémie dans chaque région. Donc à partir de la courbe de l'épidémie depuis février 2020, on peut remarquer qu'en Colombie, nous en sommes donc au deuxième pic, que ce deuxième pic est terminé et que les contaminations sont en train de diminuer. Elle se retrouve au-dessous du plateau qui a séparé les deux pics, qui était un plateau très élevé de contamination et de mortalité. Maintenant, on se retrouve au-dessous et ça continue de baisser, mais on sent que la baisse est en train de se terminer. Donc on va peut-être atteindre d'ici quelques jours le plateau de contamination qui sera plus bas que celui qu'on a observé entre les deux pics. Alors, quels sont les chiffres réels de l'épidémie en Colombie? C'est une question importante puisqu'on est dans un pays qui n'a pas les mêmes moyens que les grands pays occidentaux. Et donc on peut se poser la question de la réalité de ces chiffres officiels. Alors pour cela, on a quand même un outil que nous donne le DANE, c'est l'observation de la surmortalité. Donc le dernier rapport du DANE date de décembre. Le prochain rapport, c'est à la fin du mois de mars. Là, on en saura vraiment plus sur ce qui s'est passé, mais à partir du rapport du mois de décembre, on peut déjà proposer un certain nombre de conclusions et proposer un certain nombre de réajustements des chiffres de l'épidémie en Colombie. Donc, nous observions fin octobre, puisque le rapport du DANE s'arrête fin octobre au niveau des chiffres, eh bien, fin octobre, nous avions une surmortalité observée de 47 316 décès par rapport à la mortalité attendue. C'est un chiffre minimum que l'on peut admettre pour la mortalité Covid, puisque cette surmortalité est expliquée d'une part par la mortalité Covid, à laquelle il faut rajouter quand même un certain nombre de sous-mortalités pour d'autres causes qui, comme vous le savez, à cause du confinement, eh bien, on a moins d'accidents de la route, on a moins de certaines maladies pulmonaires, etc. Donc 47 316 décès, à la même époque, fin octobre, le chiffre officiel était de 32 000 décès. Donc si on fait le calcul, eh bien, on a 15 000 décès qui manquent au chiffre officiel, c'est-à-dire que pour avoir un chiffre réel minimum, comme je vous l'ai dit, il faut rajouter environ 45% au chiffre officiel. Actuellement, le chiffre officiel est de 61 600 décès. Donc si on veut appliquer la même règle que l'on avait en octobre au chiffre actuel, eh bien on trouverait qu'actuellement, la réalité des décès en Colombie, c'est de 89 000 décès. Alors évidemment, ça a fait changer le taux de mortalité, donc le taux de mortalité Colombie avec 89 000 décès passe à 1780 morts par million d'habitants, alors qu'officiellement il n'est que de 1240. Donc il passe à devenir l'un des plus élevés au monde. Bon, je vous donne l'exemple là, en France on est à 1370, aux USA 1650, et un pays comme la Belgique, qui est quand même dans les pays de tête des taux de mortalité Covid, on trouve 1980 décès par million d'habitants. Est-ce que ces chiffres sont complètement loufoques ou non? Est-ce qu'il y a d'autres cas dans le monde où la mortalité officielle est très différente de la mortalité Covid? Ben là, je vous propose un extrait d'un article que j'ai trouvé dans El País, donc qui est une étude des surmortalités dans différents pays. Donc on voit qu'il y a des pays où il y a un très très grand écart entre les chiffres officiels et la surmortalité réelle du Covid. Donc vous voyez que, par exemple, au Mexique, officiellement on est à 987 et dans la réalité on est à 2588. Donc
Bon, par rapport à la Colombie, l'écart est quand même beaucoup plus grand dans le Mexique. En Russie, il est encore plus grand. Alors, la Russie, sachant que eux, ils ont relevé leur nombre de morts de 150 000 morts il n'y a pas longtemps. En Espagne, vous voyez, il y a un décalage. D'ailleurs, cet article de El País était le débat autour de ce décalage qu'il y avait entre les chiffres en Espagne aussi. Vous voyez qu'il y a d'autres pays, par contre, où ça concorde. Le Brésil, l'Allemagne, Israël et la France ont des chiffres qui concordent à peu près. Vous voyez que la France, c'est même carrément un petit peu l'inverse. On a un petit peu plus de mortalité officielle que de la surmortalité, mais ça c'est explicable. On peut trouver l'explication, c'était expliqué dans l'article d'El País, si vous pouvez y accéder. Je vous le conseille. Alors, une autre question qui se pose, c'est que moi j'ai fait un rapport entre ce qui s'est passé en octobre, jusqu'en octobre, et ce qui s'est passé actuellement. Donc j'ai dit, bon, si c'était 45% d'écart, ça reste 45% d'écart. C'est pas forcément vrai, vous voyez que l'excès de mortalité à Madrid, par exemple, qui est étudié, il est très fort au début de l'épidémie, et puis après, les chiffres concordent. Donc, si c'est comme ça, la mortalité colombienne sera peut-être moins grande, mais je n'ai que peu d'espoir, nous le saurons en mars. On aura les chiffres jusqu'à peu près la fin du deuxième pic, donc ça sera intéressant de voir en mars un petit peu les chiffres de surmortalité. S'ils nous les donnent, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à divulguer ces informations, même au niveau de l'Institut, elles sont un petit peu maquillées et pas très bien analysées quand ils les présentent. Parce que ça fait quand même, évidemment, c'est le bilan du gouvernement qui est un petit peu en jeu ici. Un autre point de vue, c'est de se demander combien il y aurait eu d'essais en France s'il y avait eu la même contamination. Le calcul le plus simple, c'est d'appliquer le taux de contamination de 1780 à la France, et dans ce cas-là, on trouve 119 000 décès. Donc cela veut dire que s'il y avait eu la même contamination en France, on aurait eu 119 000 décès. Mais il faut tenir compte d'une population différente, en particulier les 65 ans qui représentent en France 90% de la mortalité et 70% en Colombie. Eh bien, la population de ces 65 ans en France est beaucoup plus importante, elle représente 20% de la population, alors qu'elle n'est que de 7% de la population colombienne, donc pratiquement 3 fois moins de gens de moins de 65 ans, ce qui fait baisser le taux de mortalité de façon importante. Si on applique, en tenant compte de cette tranche d'âge de 65 ans, on trouve 220 000 à peu près décès pour la France si on avait eu le même taux de contamination et qu'on l'applique aux tranches d'âge de plus de 65 ans. Je vous ai mis le petit calcul. Alors ça va nous servir à comprendre autre chose et à confirmer une autre hypothèse. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce petit calcul, en dehors de montrer à quel point une contamination identique en Colombie, en France, aurait fait beaucoup plus de dégâts. Ce que l'on a aussi évité en France avec les différentes mesures qui auraient été prises. Je vais maintenant essayer de parler de la dynamique actuelle et future de l'épidémie en Colombie, pour essayer de voir pourquoi on en est là où on en est, et qu'est-ce qui risque de se passer en Colombie. Pour cela, j'ai trouvé un modèle que je vais appliquer à la situation colombienne de la plupart des grandes villes. Et ainsi, ensuite, on pourra voir l'évolution générale et l'évolution par région. Alors, ce modèle, c'est Barranquilla. Donc, voici ce qui s'est passé en Barranquilla. Vous avez un premier pic qui est un petit peu antérieur aux autres pics des autres grandes villes du pays. C'est la première ville qui a été contaminée. Ensuite, vous avez pratiquement la disparition de l'épidémie. Elle reste, mais en arrière-fond. Le nombre de décès reste stable et faible pendant 3 ou 4 mois. Ensuite, vous voyez à la période de Noël, eh bien, il y a eu des contaminations dans toute la Colombie. Donc là, il y a un petit rebond, mais qui est très faible. Et actuellement, on est sur un plateau un peu plus élevé tout de même qu'il ne l'était entre les deux pics, mais qui reste quand même assez faible. Alors il faut expliquer ce qui s'est passé et pourquoi c'est différent du reste de la Colombie, puisque la grande différence, c'est qu'après le premier pic, toutes les autres villes colombiennes ont vécu un très long plateau de contamination important avec un très grand nombre de décès. Et après, elles ont fait un deuxième pic qui a été aussi beaucoup plus élevé qu'à Barranquilla. Donc pourquoi cette ville est différente? J'ai fait l'hypothèse au départ que les chiffres étaient faux.
c'était pas ça, mais j'avais quelques raisons, vous l'avez vu, pour le penser. On a su ce qui s'était passé grâce à un rapport au mois de décembre d'une étude qui a été faite sur le taux de contamination dans les grandes villes colombiennes. L'étude a été faite en octobre-novembre, elle est parue en décembre. Vous voyez le tableau, l'explication est claire. Barranquilla a atteint, comme Leticia et comme Monteria, le seuil de l'immunité collective. Il y a eu assez de personnes contaminées pour que le virus n'arrive plus à circuler. Vous voyez que ça se situe entre 55 et 60%. À Leticia, on peut regarder les courbes, c'est la même chose. Très fort premier pic, plus gros que partout en Colombie. Et puis ensuite, un plateau très très bas, avec très peu de décès. Donc une protection collective de l'immunité. Vous voyez que au même moment, Medellín, Bogota, et c'est pareil à Cali, etc., étaient à peu près à 30% d'immunité collective. Donc on était très loin de la protection et de l'extinction de l'épidémie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, d'un côté, Barranquilla a été protégée par son immunité collective. De l'autre côté, toutes les autres villes ont continué leur épidémie, qui a été freinée par le premier confinement et par différentes mesures qui ont persisté, tapabocas, etc. Quand est arrivé Noël, de la même façon, Barranquilla étant protégée, elle a souffert évidemment de la contamination générale du pays, par le mouvement de population, mais beaucoup moins que Bogota, Medellín, etc., qui ont fait un gros deuxième pic, à peu près aussi élevé que le premier. Alors, pour expliquer ce qui se passe actuellement, eh bien, nous avons atteint partout l'immunité collective. Il suffit de faire un calcul très simple. Pour atteindre 30% dans chaque ville, on avait un certain nombre de morts au premier pic. Pour atteindre 50%, il fallait à peu près autant de morts qu'on a eu sur le plateau et sur le deuxième pic. Donc on a bien atteint les 55-60% à peu près partout dans le pays. Du coup, l'épidémie s'est éteinte partout, comme elle l'a fait à Barranquilla il y a quelques temps. Et du coup, on peut prévoir un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va faire comme Barranquilla. Cette immunité collective diminue petit à petit avec le temps, naturellement, mais elle se reconstruit quand même au fur et à mesure des petites contaminations qui persistent. Et par contre, dès qu'il y a un événement qui permet une contamination plus grande, comme les vacances qui vont arriver, eh bien on va voir un petit pic, mais beaucoup moins grand que les deux précédents, parce qu'il y a l'immunité collective qui protège le pays. Vous avez vu que si on revient à notre idée de comparer avec la France, eh bien la France, elle est à peu près actuellement à 20% d'immunité collective. Si elle voulait arriver à l'état de la Colombie à 55%, il lui faudrait donc 2,5 fois plus de contamination, donc du coup 2,5 fois plus de décès. Et on retrouve 220 000 et quelques décès pour arriver à l'immunité collective, ce qui confirme nos deux hypothèses, à la fois celle du véritable chiffre de décès en Colombie, basé sur la surmortalité, et à la fois celle de l'immunité collective en Colombie, qui est exactement comparable à celle de la France, avec un nombre de morts que cela coûte à chaque fois que l'on a des contaminations. Alors pour finir, qu'est-ce qui se passe dans les différentes villes? Vous voyez, Santa Marta, on a un schéma à peu près similaire. Il y a eu une contamination quand même qui n'était pas aussi grande qu'à Barranquilla. On a à peu près un schéma similaire, mais on est en train de voir émerger un troisième pic qui a l'air assez important selon ces mesures-là qui sont pas très fiables. Donc effectivement, Santa Marta, c'est une inquiétude, mais c'est quand même petite ville, donc on peut évidemment mieux gérer ce genre de crise. Alors à Medellín, il y a eu évidemment les deux pics. Le premier pic à Medellín n'était pas trop important. Le deuxième pic a été plus important. Ici j'ai les courbes juste des hospitalisations et de l'incidence de positivité. Vous voyez que il y a eu évidemment la même baisse qu'ailleurs, qui a été initiée comme partout par un confinement, mais qui a surtout eu lieu grâce à une immunité collective certainement très importante. Cependant, il y a une petite inquiétude, c'est que ça a l'air de repartir directement. Donc peut-être que l'immunité là-bas n'est pas tout à fait encore acquise. À Cali, c'est à peu près la même situation qu'à Medellín, sauf que nous sommes encore dans la phase de diminution de l'épidémie. À Bogota, vous voyez que c'est une courbe qui est proche de la courbe nationale.
Nous sommes en période donc de diminution du deuxième pic. Nous sommes bien en dessous du plateau que l'on avait entre les deux pics. Ça continue de diminuer, mais j'ai l'impression que là, ça ralentit. Donc on est dans une phase de plutôt stabilisation. Alors nous espérons que, comme je vous l'ai dit, pendant quelques semaines, nous ayons encore du répit avant que cela remonte. Ici, il y a eu une forte contamination. Vous voyez que ce deuxième pic est très important. Ce qui risque de se passer, c'est quand même qu'il y ait un petit rebond au moment des vacances de Pâques. Ce sont des vacances très importantes en Colombie qui risquent d'entraîner un certain nombre de contaminations. Alors je vous montre aussi quand même quelque chose d'assez intéressant, le taux d'hospitalisation en hospitalisation générale Covid. On voit qu'il a diminué, qu'il diminue encore mais un peu moins. On est en dessous du plateau que l'on avait entre les deux pics. Par contre, je vous recommande de regarder le chiffre. C'est à peu près 600-700 hospitalisations en hospitalisation générale Covid. Si on regarde l'hospitalisation en soins intensifs, qu'on appelle UCI ici, la situation n'est pas tout à fait la même. Ça a rebaissé, bien évidemment, mais ça s'est stabilisé à une valeur qui est quand même proche du plateau que l'on avait entre les deux pics. Alors, j'ai pas d'explication sur cela, mais par contre, le chiffre, 1500 hospitalisations en soins intensifs pour 700 hospitalisations générales Covid. Ça, pour un Français, c'est un petit peu hallucinant. Il y a 2 fois plus d'hospitalisations en soins intensifs qu'en général. À Paris, quand il y a 5000 hospitalisations en général, il y en a 1000 en soins intensifs. Donc vous voyez que le problème de la mortalité colombienne peut être lié non seulement aux contaminations, mais aussi à la qualité des soins. Ici, l'explication de cela, c'est que les gens meurent chez eux. Ils sont malades chez eux, ils ne vont pas à l'hôpital, sauf en dernière extrémité. On va à l'hôpital pratiquement pour aller en soins intensifs, ou on n'y va pas. Mais évidemment, quand on n'y va pas, on a plus de chances d'être gravement malade et de se retrouver en soins intensifs. Donc c'est un aspect important pour comprendre un petit peu la mortalité en Colombie. Enfin, les vaccinations en Colombie ont commencé doucement. Elles vont se prolonger pendant très longtemps. C'est très lent. C'est, à mon avis, un problème principal d'approvisionnement. Il n'y a pas trop de problèmes logistiques apparemment, à part quelques vols de vaccins par ceux qui veulent se faire vacciner en premier ou ceux qui veulent trafiquer du vaccin. Il va y avoir un mélange avec la vaccination par les instituts privés qui vont pouvoir acheter du vaccin. Ça risque de complexifier un petit peu les commandes. Mais bon, ça va aller lentement, c'est inquiétant, mais heureusement, il y a cette immunité collective qui nous protège de toute façon. Et enfin, je ferai un dernier point sur le phénomène de la Niña, qui est un phénomène météorologique du Pacifique qui n'a rien à voir avec le Covid, mais qui actuellement et depuis à peu près 6 mois est assez grave en Colombie. Ils avaient prévu une Niña qui ne serait pas trop forte. Je vous rappelle, la Niña entraîne des pluies supplémentaires, alors que le phénomène inverse, El Niño, entraîne plutôt de la sécheresse. En général, on a un Niño avant une Niña. Là, ça n'a pas vraiment été le cas, mais on a une Niña qui était prévue comme, du coup, assez moyenne et qui s'est révélée quand même assez importante. Vous avez des chiffres comme ça, à peu près 160% de pluie par rapport à la moyenne dans les Llanos. C'est quand même important, ça fait des inondations, ça fait des dégâts. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que cette Niña se termine. Tous les instituts colombiens ou internationaux qui étudient la Niña dans l'océan Pacifique sont neutres à partir du mois d'avril-mai, c'est-à-dire que la Niña a disparu, il n'y a pas de Niño non plus. Donc la prédiction est très faible ou neutre à partir du mois d'avril-mai. Ça veut dire que les pluies vont redevenir normales. Et là, c'est la saison des pluies, donc ça va peut-être pas trop se voir parce qu'il pleut déjà beaucoup, mais ça va continuer à pleuvoir d'une façon normale. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si cela vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne. Au revoir et à bientôt.